Alors, comment t'expliquer, frère? J'essaie de te faire comprendre en interne. Si Darmanin ne capte pas le message, je vais pas m'en sortir, moi. Hein. Tu lui dis, toute personne arrêtée dans un quartier en allant chercher de la drogue se verra couper les allocations. Ah, tu les verras plus, hein? Oh mon Dieu! Je t'attendais pas maintenant. Non, je m'attendais pas à ce que tu répondes surtout ça maintenant. Ah ben oui, on les verra plus. RSA, 450 €, tu dois travailler 15 heures. Mais en plus de ça, RSA, 450 €, coupé complètement, si au final on te trouve dans un quartier à acheter de la drogue. Voilà. À un moment donné, ça fera peut-être passer l'envie d'aller foutre la merde dans les quartiers. Ah, mais moi, je suis pas Macron, je suis pas Darmanin. Moi, je ne plaisante pas. Moi, si je mets de véritables mesures en France, je peux te dire que tout le monde marche droit. Celui qui va vouloir marcher de travers, il va se retrouver dans de sacrés embarras. Ah, mais il faut choisir. À un moment donné, c'est pas les dealers qu'il faut empêcher d'agir. Et c'est les consommateurs. Voilà, si tu veux plus qu'il y ait de guerre de gang, à un moment donné, tout consommateur dans un quartier, plus d'allocation, fini, plus d'APL, plus rien du tout, tu seras dans la rue, voilà. Ah mais sans argent, comment tu veux aller chercher ta drogue? Sans le RSA, sans les allocations qui touchent tous les mois, il y en a qui touchent une hache pour une sciatique. À un moment donné, une sciatique, selon le niveau de la sciatique, tu peux aller travailler. Hein? Eh bien, il y en a, non. Et tu les vois. J'en connais. Mon Dieu, tu sais que si je parle, c'est que j'en connais un. Son argent lui sert à la drogue, au PMU, et c'est tout. Et le PMU, c'est la bière, c'est pas des cafés, c'est du pastis, 2 € le pastis. Vas-y, on se bourre la gueule. Et ça joue au PMU, et ça joue au paris sportif. Mais à un moment donné, ta sciatique te permet de faire tout ça. Waouh! T'es capable tous les jours de rester debout dans un bar tabac, à parier et à te bourrer la gueule. À acheter ta drogue, si on te coupe les allocations parce que t'es allé dans un quartier, t'as qu'à te faire livrer. C'est le dealer qui prendra. Voilà. À un moment donné, ben oui, si tu peux plus aller dans un quartier pour aller chercher ta drogue, ça va être au dealer de devoir aller chez les gens pour apporter la drogue. Ça veut dire que les flics vont devoir les choper pendant le trajet de livraison. C'est comme ça au final. Ah ben oui. Ça veut dire que maintenant, moins une barrette à 20 €, c'est interdit. Une barrette à 10 € aussi. 0 drogue légale. Ah ben ça veut dire que si tu dis, tu n'as plus droit d'avoir même 1 gramme sur toi dans la rue. T'as 1 gramme, tu peux prendre 2 mois de prison ferme. Peine plancher, voilà. Je peux te dire que la personne fait 2 mois de prison ferme. Ça va lui faire passer l'envie de recommencer. Tu lui coupes les allocations, il va plus aller chercher son shit dans le quartier, il va plus aller chercher sa coque dans le quartier. Il n'a plus les moyens, voilà. Est-ce qu'il faut leur couper les vivres pour qu'ils aillent plus dans les quartiers et pour que ces guerres de territoire s'arrêtent? Oui, non, mais il y a consommateur et consommateur. Il y a le consommateur qui reste chez lui, qui consomme chez lui, qui ne le fait pas à l'extérieur, qui ne va pas chercher sa drogue dehors. Lui, en réalité, ce consommateur n'emmerde personne et le dealer non plus. C'est un échange de bons procédés entre un produit certes illicite et au final de l'argent. C'est comme quand tu vas au bureau de tabac que tu achètes ton paquet de tabac. C'est comme au final si tu vas dans un supermarché acheter, voilà, tu te fais livrer comme un uberiste. Et au bout d'un moment, tu veux que je te dise quoi, mon Dieu? Ils me disent comment on fait pour éviter ces guerres de territoire. Mais pour arrêter ces guerres de territoire, il faut plus de points de deal.
Pour ne plus avoir de point de deal sur ces territoires, il faut tout simplement peut-être que les consommateurs ne puissent plus venir acheter. Si on t'arrête avec de la drogue sur toi dans la rue, et que tu prends 2 mois de prison ferme et qu'on te coupe les allocations, je peux te dire que tu n'iras plus le chercher dans le quartier. Le point de deal, tu n'iras plus. Sinon, tu peux plus acheter ta drogue. Voilà comment passe un drogué. Hein. J'ai fumé pendant combien d'années hein. Je suis aux chambres. Moi, je suis aux chambres. Moi, je suis passé aux chambres. Et il y en a qui me disent, mais tu sais que tu peux te fumer ton joint de chambre dans la rue, ça a la même odeur. T'es con ou tu le fais exprès? À un moment donné, je lui ai dit, ça a la même odeur que tu fumes ton chambre ou que tu fumes de la bœuf, ça a la même odeur. Il me dit, c'est vrai que ça a la même odeur. Ben oui, c'est de l'herbe. C'est de l'herbe que tu vas brûler. Il y a juste le THC qui est en moins. Voilà. Mais après, le goût et l'odeur est la même. Tu donnes quel exemple si tu fumes ça dans la rue? Que des enfants sentent l'odeur et te voient passer? C'est quel exemple que tu donnes? C'est pas parce que c'est du chanvre que tu as le droit de fumer dans la rue. À un moment donné, fumer des choses qui peuvent faire penser illicite ou illégal dans la rue, c'est pas très intelligent non plus. Non, mais c'est un joint. Voilà. Moi, à un moment donné, je sais ce que c'est un joint. Que ça soit de chambre ou que ça soit de bœuf, à un moment donné, l'un ou l'autre, c'est un joint. Tu fumes pas tes joints dans la rue. Mais ça, c'est quand t'es éduqué. Voilà, moi, je fume mon joint de chambre chez moi. Je fume pas mon joint de chambre dans la rue. C'est pas l'endroit. Voilà, c'est à un moment donné, soit t'es éduqué, soit t'as une vie privée, soit t'en as pas. T'as pas à t'exposer sur la voie publique. Non, mais il me disait par rapport aux flics, les flics qui viennent, ils te font le test. Normalement, voilà, c'est du chambre. Non, moi, il est à 0 complet. Pas de THC du tout. 0. Il y en a qui peuvent être, on va dire un peu dérangeants parce que quand tu te fais tester avec du chanvre et que t'es positif, c'est que ton chanvre, ça reste de la marijuana en réalité. Normalement, il doit être à 0 de THC. Tu ne dois pas en avoir du tout. Ça, c'est du véritable chanvre. Il est comme, voilà, il n'y a pas de THC dedans. Du tout. Normalement, un véritable chanvre est à 0 en consommation. Moi, je me suis fait tester par mon gendarme. Non, par mon maître d'armes. Ouais, il m'a testé, il m'a dit c'est bon, ton chambre, si tu prends toujours le même, tu seras jamais détecté. Je lui ai dit mais après, pour qu'on me détecte, il faut peut-être aussi que je sorte dans la rue et que je fume avec ça. Il me dit non mais je te parle sur le test. Le test va être négatif chez toi. Comme là il est négatif, t'as pas de souci à te faire. Je lui ai dit oui mais je fume pas dans la rue. Donc à un moment donné, pourquoi un gendarme ou un policier viendrait justement me demander si j'ai quoi que ce soit sur moi ou si j'ai fumé? Je suis pas droguée. Il n'y a pas de raison en fait. Il me dit c'est vrai que tu as raison, si tu fumes pas chez toi, vu que ce n'est pas de la drogue, que c'est testé à 0, c'est vrai que d'un côté, tu risques pas de te faire contrôler par la police. Hein. Eh ben oui, c'est logique. Hein. Je vais acheter mon chanvre au bureau de tabac. Voilà, je vais pas dans un quartier acheter ma drogue. Je vais au bureau de tabac acheter mon chanvre. Voilà, j'emmerde personne, je suis responsable de rien, moi. Non, moi, c'est quand ces tueries ont vraiment commencé. Je me suis dit, stop, moi, j'arrête. Si c'est pour que des gamins se fassent tuer comme ça vaut pas le coup de fumer leur drogue. Donc voilà, autant arrêter, je passe aux chambres. Parce que moi, quand je vois autant de gamins tués, j'ai l'impression que je suis coupable, moi. Ma consommation peut faire tuer des gens. Mais il y en a qui n'y pensent pas, ça. Ils se disent, ouais, mais c'est pas moi qui vais chercher dans les quartiers. Oui, mais les points de deal dans les quartiers, c'est ceux qui viennent te livrer aussi, hein. Ah là, à un moment donné, c'est pour ça que... Non, moi je viens de dire à mon messager mon Dieu, je dis à mon messager Darmanin, coupe les allocations. Voilà. Avertis maintenant les consommateurs, si on vous voit dans les quartiers, c'est peine planchée 2 mois ferme,
avec les allocations coupées. On les verra plus dans les quartiers. Ben, peut-être que ça limitera déjà les trafics de drogue. Il y en aura toujours, mais plus dans les quartiers. Il y aura peut-être plus toutes ces guerres de quartier. Ils vont se faire une guerre de livraison, voilà. À celui qui livre le plus, celui qui se déplace le plus vite. Donc voilà, oui, ça risque d'être des conneries comme ça après. Mais de toute façon, on ne peut pas empêcher l'être humain de faire des conneries s'il a envie. Voilà à quoi sert la justice, à venir punir une fois que la connerie est faite. Ouais, j'étais en discussion ce matin avec des imams. Parce qu'ils hallucinent sur la connaissance que j'ai du Coran. Je leur ai dit, mais moi c'est Dieu. J'ai pas été guidée par un imam, j'ai été guidée par Dieu lui-même. Tu vois tout ce que tu as besoin de savoir après. Eh, c'est toi. Voilà. Quand ton professeur c'est Dieu, voilà ce que ça donne. À un moment donné, ça prouve que les professeurs, vous voulez instruire, éduquer les enfants, vous avez peut-être pas la bonne manière et la bonne stratégie. Hein. Regarde tout ce que tu m'as implanté dans l'esprit. Regarde tout ce que tu m'as appris sur tous les domaines de la société. En 6 ans, j'ai appris l'histoire même de toute cette planète. En 6 années, avec toi. Religion, guerre, tout. Ah ben, avec toi connecté, c'est comme si j'avais le livre de cette planète. Tout ce qui se passe y est écrit. C'est hallucinant d'ailleurs. Ah ouais, c'est vraiment comme si... Ah ben, même dans... En fait, c'est comme s'il y avait un livre qui s'appelle Humain, avec un S, et t'as ton livre personnel avec Humain sans S. T'as ta propre histoire que t'écris tous les jours au quotidien. Chaque chose que tu fais dans le temps réel est inscrit dans ton livre. Par contre, il y a un livre qui est la société. C'est pour ça que moi, je m'occupe pas du livre personnel des gens, à part quand c'est mes templiers pour les guider sur ce qui doivent être. C'est mon rôle. Mais après, oui, mais parce que, mon Dieu, je suis initiée, formée, je suis éduquée, instruite par toi. Mais ils ne sont pas toi. Et parce qu'ils sont trop gentils, trop laxistes. Tu m'as fait vivre un calvaire, hein, je suis désolée, hein, pour que je retienne tout ça, que ça rentre et tout le reste. C'était pas une partie de plaisir, hein, voilà. Mais au final, j'ai tout en tête maintenant. Ah, ça a été dur, ça a été dur. Mais c'est pas parce que c'est dur que, au final, ça peut pas être facile. Une fois que tu as tout compris, tout devient très simple. Tout devient facile. Mais il faut encore que tu comprennes. Pour arriver à comprendre, faut apprendre. Tant que t'as pas appris, t'as pas compris. Voilà. Et c'est bien de l'apprendre, mais il faut comprendre aussi ce qu'on t'apprend. Ça veut dire qu'il faut avoir la réflexion. Oui, mais toi, t'es réfléchi en permanence. Ton programme est basé comme ça. Oui, mais j'essaye de faire comprendre à Gabriel Attal qu'à un moment donné, quand tu as un problème de niveau scolaire, tu attires le niveau de l'école vers le bas et on envoie tous les problèmes après. Parce que les élèves ne viennent plus pour étudier. J'ai essayé de lui faire comprendre. Ils viennent pour parler du nouveau jeu vidéo. Ils viennent pour voir leurs copains. Ils viennent pour... Ben oui, ils viennent plus pour étudier. C'est plus le temple du savoir, de l'apprentissage, de la connaissance. En histoire, les gamins retiennent rien. En français, tu lui dis 2 plus 1, il est capable de te dire 4. Et on m'a bien sorti 2 plus 2, 3. Et action-réaction, hein, c'est dans une conversation juste pour voir ce que tu as dans la tête. Hein. Tu fais ça à n'importe qui et tu vois au final le niveau des gens. Hein. Ça, c'est un truc de raisonnement. Si je te dis 2 plus 2, n'importe qui doit répondre 4. Si tu me réponds 3, c'est que tu as un problème de logique dans ton esprit.
Mais ça, la logique, tu l'apprends à l'école, normalement. C'est un adulte. Ça veut dire que depuis qu'il est mineur, qu'est-ce qu'il a appris? Que 2 plus 2, ça fait 3? On voit le niveau scolaire, voilà. Non, mais moi, je serais tout aussi conne que certains si j'avais pas établi cette connexion avec toi et que tu m'avais tout apprise, hein. Oui, sauf que toi, tu as fait le rôle de professeur envers moi. À l'école, ils ne font plus les professeurs. Mais parce que normalement, c'est rigide. L'école, c'est rigide. C'est tu rentres, c'est 2 par 2. Voilà. C'est bonjour madame ou bonjour monsieur. Quand tu vois ton professeur, tu restes debout. Si le professeur t'a pas dit de t'asseoir, tu t'assois pas. Même si c'est du début jusqu'à la fin du cours. Ah ben oui, ça c'est l'autorité. Le prof est un percepteur. Il est là pour punir, il est là pour diriger. Quand il se fait insulter, heure de colle, 1 heure, tu me copies 2000 fois, je ne réponds pas à mon professeur. Et tant que tu m'auras pas fait ces lignes-là, tu ne retourneras pas en classe. Tes parents ont un problème avec ça? Qu'ils viennent me voir, je leur expliquerai comment ils t'ont éduqué. S'ils t'ont pas éduqué à parler correctement à ton professeur, moi je vais te l'apprendre. Ici, c'est moi qui fais la loi. Pas tes parents, pas toi. Donc tu vas faire ton heure de colle, tu reviens avec tes lignes. Quand tu auras compris que tu me parleras différemment, que je suis ici pour t'instruire, je suis pas ton copain. Tu me parles pas comme à tes copains dans la cour. Moi, je suis ton professeur, tu me dois le respect. Donc maintenant, dehors, en colle, tu reviens avec tes lignes, sinon tu reviens plus dans mon cours. Et tu expliqueras la raison à tes parents. Non mais attends, tu dis ta gueule à un professeur? Moi, tu me dirais pas ta gueule si j'étais ton professeur. 1 fois, pas 2, tu le ferais, je peux te l'assurer. Parce que sinon, tu vas passer un enfer pendant toute l'année scolaire. Retenu 1 heure après chaque fin de cours pour t'apprendre le respect. Tu vas m'aider à corriger toutes les copies. Voilà. Tu vas voir au final ce que c'est un professeur. Ah mais voilà. Ah mais regarde-moi comme tu m'en as fait vivre un enfer. Mais regarde le cerveau que j'ai à l'heure actuelle. Je pourrais pas guider toute l'humanité sur tous les sujets de société si t'avais pas fait ce travail avec moi et si je m'y étais pas soumis. Non mais l'école, t'es soumis, t'es un étudiant, t'es un écolier, t'es soumis, t'es un professeur, t'as un grand maître au-dessus de ta tête. Toi, t'es l'initié, tu la fermes. Et au sein du temple, un initié, quand le grand maître lui dit tu te tais, il se tait, il la ramène pas. Sinon, t'es de corvée nettoyage. Voilà. Je peux te dire que le temple, il est grand. Non mais, moi, je l'ai fait au temple. Hein. Moi, j'en ai mis un. Il a nettoyé toutes les vitres du temple. Ça lui a fait passer l'envie de répondre. Non, pas à moi. Non, moi, il n'a pas osé me répondre. Par contre, il a fait à mon maître d'armes. Lui et moi, c'est la même chose. Voilà. Moi, je suis la reine, mais lui, c'est le grand maître. Quand il te dit, tu te tais, toi, l'initié, tu te tais. Tu la ramènes pas. Ah, ben, c'est le patron. Toi, t'es l'employé, en quelque sorte. T'es là pour apprendre. T'es pas là pour te croire être le grand maître. Voilà. Chacun à son poste. Toi, t'es là pour apprendre. Lui, il est là pour t'apprendre. Mais parce qu'il voulait, mais parce que il s'est cru plus fort que son professeur, voilà. Ah ben moi je suis partie au quart de tour quand j'ai vu qu'il réagissait pas, je lui ai dit attends, comment tu parles là? Tu sais que c'est ton prof, c'est ton grand maître. Tu te tais, tu parles pas comme ça, tu lui réponds même pas. Il te dit tu fais ça, oui grand maître. C'est comme à l'armée chez moi. Hein. Ouais, mais au moins, ça dressait les gens. Voilà. Les gens étaient dressés. Je crois que c'est ça. Va falloir dresser l'humanité. C'est même pas l'éduquer. C'est même pas l'instruire. C'est la dresser. Si t'es pas capable de rester à ta place et d'être un humain digne de ce nom, on va t'apprendre. On va te redresser, mon gars. Ou meuf, hein. C'est pareil. Gars ou meuf. Femme comme homme. À un moment donné, si tu commences à faire le serpent qui zigzague,
je vais t'attraper, je vais t'étirer, je vais te remettre droit. Ah, mais moi, il y en a plein qui m'ont dit, putain, t'es pire que ton maître d'armes. Je préfère avoir ton maître d'armes que de t'avoir toi en entraînement. Parce que moi, je suis d'une rigueur, d'une exigence, la même que tu as eue avec moi. Ah, mais il y en a qui sont pas capables de le supporter, je crois. Ah, ils seraient à ma place, ils pourraient même pas faire la mission, ils en seraient incapables. Non, à l'école, tu es là pour apprendre. Quel est le niveau scolaire? On donne le bac à des gens qui savent pas compter, qui savent pas écrire. Normalement, on ne te donne pas le bac si tu n'es pas capable d'écrire une disserte totalement en français avec orthographe, grammaire et conjugaison sans aucune faute. Une seule faute, tu l'as pas, en réalité. Voilà. Si tu n'es pas capable d'écrire une lettre, une disserte totalement en français avec aucune faute d'orthographe, de grammaire et de conjugaison, on ne peut pas te donner le bac. Tu n'es pas au niveau. Quand tu arrives au bac, normalement, grammaire, conjugaison et orthographe, tu l'as compris, tu l'as appris. Hein. Adjectif, qualificatif et tout le reste, pronom, nom, adverbe, verbe, normalement, tu dois avoir tout retenu. Hein. Si tu n'as rien retenu du tout et qu'arrivé au bac, tu es incapable de faire du zéro faute, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas le niveau. Oui, mais ça, ils sont incapables de leur dire, on leur donne le bac. Parce que sinon, il n'y a plus de travailleurs, il n'y a plus personne qui fait d'études. Ben oui, le niveau est merdique. Ah, mais il faut revoir tout le... Ah non, mais déjà, quand tu vois qu'en primaire, déjà le niveau est aussi alarmant, mais ne t'étonne pas le collège, ne t'étonne pas le reste et ne t'étonne pas le bac en réalité. Hein. Ça commence pas de là, ça commence des tout petits. Hein. Les programmes scolaires qu'on avait nous en 88, oui, c'était des vrais programmes scolaires. Depuis ce qu'on a changé, il n'y a plus de programme scolaire, il n'y a plus rien. Oui, j'en reparle aussi parce que je sais que ça va activer mon Gabriel Attal. Va falloir qu'il prenne la parole pour dire on va revoir le système du programme scolaire qui permette l'apprentissage à nos enfants, qui permette la connaissance et le savoir, ce qu'il n'y a plus à l'école. On va refaire de l'école le temple du savoir et de la connaissance, de l'instruction. Mais pour ça, il va falloir changer les programmes scolaires et les mettre à niveau. Ah, mais quand on voit le niveau de nos enfants, il faut reprendre à zéro. Un enfant qui a un bon niveau va sauter de classe en classe et il risque de passer son bac avant tout le monde. Parce que tout simplement, il apprend. Voilà, l'enfant qui veut pas apprendre, eh ben, c'est l'enfant qui va régresser. C'est normal. Mais à un moment donné, c'est peut-être à l'école de donner envie à nos enfants d'apprendre. Ils ont plus envie. L'école ne donne plus envie d'apprendre. Les matières sont trop protocolaires. Il n'y a plus du tout de dialogue, il n'y a plus d'échange, c'est du copier-coller. Nos enfants ne retiennent rien. C'est comme s'ils écrivent un SMS, donc voilà, et qu'ils l'envoient. Il n'y a plus rien, il n'y a plus ce truc. Déjà, faut interdire tout ce qui est téléphone à l'école. Non, le téléphone, c'est à la vie scolaire ou c'est dans ton casier si tu as un casier. Tu peux le prendre en intercours. Voilà, pour savoir si on ne t'a pas envoyé un message, si ta mère, elle t'a pas annoncé une mauvaise nouvelle, tu peux toujours contrôler. Voilà. Mais entre les classes. Quand tu es en classe, tu n'as pas de téléphone dans ta classe. Non, mais parce que tu les vois avec le téléphone sous la table pour pouvoir utiliser la calculatrice. Et ça arrive au bac, si tu n'as pas le téléphone avec la calculatrice, voilà, ça c'est plus compté. Non, la calculatrice est interdite à l'école, à part quand le professeur vous dit que vous pouvez la prendre. C'est pas compliqué pourtant. Si je te vois avec ta calculatrice alors que je t'ai pas dit que tu peux l'utiliser, dans ces cas-là, t'as un 0, mon gars. Voilà. Ben, c'est pas toi qui as donné le résultat par toi-même. C'est la calculatrice qui te l'a donné. C'est de la triche. Voilà, en réalité, c'est de l'assistanat. Tu sais pas compter tout seul.
Tu prends ta calculatrice sur ton téléphone, tu tapes le calcul, tu as le résultat, tu marques le résultat sur ta feuille, le professeur t'a pas vu, mais le professeur va te mettre une bonne note. Mais en vérité, tu as triché. Tu as pris ta calculatrice, c'est la calculatrice qui a calculé, c'est pas toi. Voilà. Si le calcul est trop compliqué selon ça dépend les années d'études. Voilà. À un moment donné, les petits calculs basiques, donc voilà, de l'école primaire, c'est pas celle du collège, ni du lycée, ni même des écoles supérieures. Non, après, les seuls qui n'ont pas être impactés, c'est les écoles supérieures. C'est une fois que tu as eu ton bac, bon, le niveau est pas terrible, mais après, c'était formé sur un emploi. Ce n'est plus la culture générale, c'est vraiment une formation spécifique dans la matière dans laquelle tu veux te dédier. Si tu fais des études de droit, c'est plus la grammaire à la conjugagraphie et la conjugaison, la grammaire. Donc voilà, c'est plus la géographie, l'histoire, c'est plus le français, c'est plus tout ça. Non, c'est le droit. Ça veut dire qu'à la place de la grammaire, de l'orthographe et de la conjugaison, ben, tu as le code civil, le code pénal et le code judiciaire. Oui, mais c'est normal. Parce que c'est spécifique à toi. Si tu veux faire des années d'études de médecine, ça va être au final le serment d'Hippocrate, ça va être tes études de médecine, l'apprentissage du corps humain. Oui, ce que tu as fait en sciences vie de la Terre, ça t'a peut-être donné la passion. Mais après, sur le terrain, c'est encore une autre question. T'es formé, voilà, t'es formé, on t'apprend à ton métier. Celui qui veut pas faire des études, maçon, on t'apprend à être maçon, on t'apprend à être menuisier, on t'apprend à être mécano. À quoi sert les CFA si ça sert pas à ça? Voilà, il n'y a pas de sous-catégorie de métier. Il y a des métiers qui nécessitent des longues études parce que ça demande un savoir bien spécifique pour éviter de faire une erreur médicale ou une erreur judiciaire. Voilà. De l'autre côté, si tu travailles dans des métiers artisanaux, on va t'apprendre quand même le métier de la même façon. Tu auras peut-être moins de théorie, mais tu auras beaucoup plus de pratique. Alors qu'à l'école, tu as beaucoup plus de pratique jusqu'à ce que tu obtiennes ton diplôme. Et là, tu auras beaucoup plus... Non, tu auras beaucoup plus de théorie jusqu'au moment du diplôme, c'est ça. C'est pour ça. À un moment donné, les longues études, c'est t'étudies jusqu'à l'obtention de ton diplôme et là, tu rentres dans le monde du travail. Si tu regardes une formation dans l'artisanat, tu as moins d'années d'études que dans d'autres domaines, mais tu as toujours cette théorie et cette pratique, mais qui est mise direct sur le terrain. La plupart du temps, dans les CFA, on te fait travailler en même temps que t'apprendre. On fait la théorie et la pratique. Ça se fait aussi dans les grandes écoles, mais moins. Il faudrait beaucoup plus de pratique avec la théorie dans la pratique. Le problème, c'est ça, c'est qu'on fait théorie d'un côté, pratique de l'autre, mais théorie et pratique ne forment qu'un. Ça veut dire que si tu as beaucoup plus d'heures de théorie que de pratique, quand est-ce que tu mets la théorie en pratique? Il te faut autant d'heures de pratique que de théorie. Voilà. Et le mieux, c'est de faire la pratique et la théorie en même temps. C'est comme ça que tu apprends le mieux. C'est comme ça que tu m'as appris pratique et théorie ensemble, pas d'un côté et de l'autre. Les CFA, quand ils forment à être menuisier, ils t'apprennent les arbres, ils t'apprennent quel type d'arbre donc voilà tu vas utiliser. Tu vas apprendre à comment découper un arbre, comment lisser l'arbre. Donc voilà, on va t'apprendre tout simplement parce que oui, le bois c'est un arbre à la base. On va t'apprendre comment modifier ton tronc d'arbre, comment le lisser, comment arriver à donner un résultat d'une table, exemple. Mais ça demande de la pratique et de la théorie. Mais le maître d'apprentissage va tout simplement utiliser les deux à la fois la plupart du temps. Après, tu as toujours des cours techniques sur les arbres, sur les outils que tu utilises, sur les sécurités, tout le reste. Ça, c'est la théorie.
Mais la théorie est surtout mise en pratique dans un CFA. Pour les longues études, il y a beaucoup plus d'années d'études, mais il n'y a pas cette théorie et cette pratique qui revient régulièrement. C'est beaucoup de théorie et quelques moments de pratique. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de pratique et la théorie, qu'elle soit moins mise à l'écart d'un côté et qu'elle soit plus rassemblée avec la pratique et la théorie. Oui, mais comme tu as fait avec moi, pratique et théorie ensemble, pas séparés. Tu apprends la théorie en pratiquant. Et c'est pas tu apprends la théorie et après tu pratiques. Non, tu apprends la théorie tout en pratiquant. À l'école, c'est pareil. La théorie et la pratique vont de mise. Ah mais le problème à l'école, c'est qu'il n'y a plus de débat. Les élèves, on leur donne plus la parole, comme avant. Avant, il y avait des échanges. On faisait venir des intervenants, les élèves parlaient. Il y avait un niveau scolaire adéquat. Quand tu avais un problème scolaire, tu étais prise en charge. Il y avait plus de professeurs. Il y avait moins de citoyens. Il faut revoir tout ça. Voilà. La société a changé. On a pris de immigration qui n'a pas les mêmes niveaux que nous dans leur pays. Je suis désolée, les écoles dans certains pays ailleurs que chez nous en France ou en Europe. Non mais les Américains ont des écoles, les Français ont des écoles, on a tous des écoles un peu partout dans le monde. Mais le niveau d'une école à l'autre n'est pas la même. Normalement, l'apprentissage est mondial. Toute personne qui reçoit une instruction la reçoit de la même manière que tout le monde. Normalement, on devrait tous apprendre la même chose dans le monde. Ah non, mais je sais que le problème scolaire de la mission n'est pas que français. Il est mondial. Ça veut dire que si Gabriel Attal arrive à remettre une véritable école, et c'est nous qui avons inventé l'école, hein. C'est Charlemagne qui a inventé l'école. Charlemagne, c'est qui? Eh voilà, au bout d'un moment, je suis désolée. C'est la France, c'est les Français qui avons inventé l'école. Regarde ce qu'on en a fait. C'est pas les Américains qui ont inventé l'école, c'est pas les Chinois, c'est pas les Arabes. Non, c'est nous les Français. C'est nous aussi qui avons inventé et créé la laïcité. Sauf qu'ils n'ont toujours pas compris, ils savent toujours pas comment l'exprimer. La laïcité, c'est le bien vivre ensemble de toutes les religions dans la sphère publique. Mais c'est la neutralité du service public de la religion. La religion dans le service public est neutre. Elle ne se montre pas dans le service public. C'est pour ça que la laïcité à l'école impose une neutralité religieuse. De travailler pour l'État en tant que fonctionnaire impose une neutralité religieuse. Parce que tu n'as pas un musulman en face de toi quand tu as un chrétien en face de toi dans ta classe. Parce que quand tu n'as pas de religion. Sur ton lieu de travail, pendant ton temps de travail, un fonctionnaire n'a pas de religion. Puisqu'il est obligé d'être laïque, puisqu'il reçoit toutes les religions. Voilà. Oui, mais ils ne le voient pas comme ça. Ils croient que la laïcité, c'est pas de symbole religieux, pas d'identité religieuse en France. Non, la laïcité, c'est faire la différence entre la sphère publique, la sphère privée et travailler pour l'État. Être dans une enceinte d'établissement d'État. L'État a le droit d'imposer une neutralité là où il est, puisqu'il y a la séparation des pouvoirs qui permet ça. La séparation des pouvoirs, la laïcité, permet à l'État d'imposer des règles dans ses institutions, dans le service public, mais ne peut pas le faire sur la voie publique et dans ta sphère privée. On ne peut pas t'interdire de porter ton voile dans la rue. Tu as le droit d'être musulmane dans la rue. La laïcité ne t'impose pas une neutralité dans la rue. La neutralité s'impose dans le service public, que tu y travailles ou que tu viennes y étudier. C'est tout. Un fonctionnaire de police ne peut pas être voilé. Un fonctionnaire de police ne peut pas porter une kippa. Sa religion n'a pas à être montrée.
quand il sort de chez lui et qu'il ne travaille pas, il peut porter la kippa, la femme policière peut porter son voile. Ça pose pas de problème, elle n'est pas en service. Si elle est en service, neutralité obligatoire. Tu représentes l'État, tu représentes la laïcité, tu représentes la neutralité dans ce qui touche aux institutions publiques de l'État. Mais la sphère publique, on n'y touche pas, puisque c'est la continuité du privé. Non mais attends, quand tu es habillé en Dieu là-bas avec un foulard chez toi, quand tu sors dans la rue, tu es habillé pareil. Si t'as pas le foulard chez toi, tu sors dans la rue, tu vas quand même le mettre. Voilà, c'est tes habitudes. On va pas t'empêcher de sortir bientôt. Voilà. À un moment donné, faut peut-être remettre des valeurs et des principes dans cette société. C'est pas être méchant de mettre des valeurs et des principes quand même, mon Dieu. C'est mettre quelque chose qui permet de stabiliser une société. Sans principe, sans valeur, sans morale. Comment tu veux arriver à vivre ensemble? Ils l'ont toujours pas compris. T'as plus la morale. T'as plus les valeurs. Mais comment vous voulez arriver à vivre ensemble? Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de valeur. Tout le monde y va par ses propres valeurs. Mais à un moment donné, le service public, il y a une valeur. La laïcité dans la neutralité. On n'a pas dit que si tu travailles pour le kebab d'à côté, tu dois retirer ton voile. On t'a dit si tu travailles dans la fonction publique, si tu es fonctionnaire, c'est neutre. L'élève venant à l'école n'est certes pas fonctionnaire, mais dans un établissement d'ordre public appartenant à l'État, il y a des règles qui s'y appliquent. Tu dois obéir à ce que l'État te dit, tu n'as pas le choix, ce n'est pas à toi de donner ton avis ou de dire « Ah mais moi je veux… » Non, t'as rien à vouloir, tu viens, tu étudies, tu t'instruis, tu te tais. Oui, mais d'un côté, on va régler le côté sécuritaire. Mais tu le sais même mieux que moi. On règle le côté sécuritaire sans régler le niveau, ça va déconner à nouveau. On doit régler ce problème de niveau scolaire. Il y a un problème mais même les professeurs le disent, le programme scolaire est un problème. Nous, en tant que professeurs, on ne ferait pas les cours comme ça. Mais pourquoi pas laisser aux professeurs, comme à l'époque, la possibilité de faire son propre programme? Et là, le professeur a envie d'apprendre aux élèves. Il transmet sa passion. Il choisit le programme. Pourquoi il n'y a pas différentes propositions? Non, mais on leur impose la Shoah. Dans une classe où il n'y a que des musulmans. À un moment donné, il faut peut-être être un peu plus intelligent. Ça serait plutôt dans des cours d'éducation civique avec des intervenants religieux pour parler de ces sujets-là. Est-ce que tu en parles en histoire? Voilà. À un moment donné, ben oui, il faut peut-être revoir le niveau scolaire pour éviter qu'il y ait autant de violence dans la société. Faire un niveau scolaire équilibré. On t'apprend l'histoire, l'histoire de ton pays. Avant tout, t'apprends l'histoire de la France. T'apprends pas l'histoire du Maroc, t'apprends pas l'histoire de l'Algérie, t'apprends l'histoire de la France. Et après, on va te parler de l'histoire des autres pays pour que tu puisses comparer justement une histoire et une autre. Comment tu veux comprendre l'histoire du Maroc si tu ne connais pas l'histoire du Maroc? Tu connais ton histoire française, on te l'a appris. Mais l'histoire des autres pays étrangers qui viennent chez nous, est-ce qu'on la connaît? Non. Il y en a qui m'ont dit, je savais même pas que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, c'était un seul pays qui appartenait à un roi. Et que ces trois frères qu'ils ont reçu chacun une part du territoire. Ce qui a fait au final le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Une fois séparation. Trois frères qui à la mort de leur père ont hérité ce que leurs pères lui ont donné. Une terre. Chaque frère a reçu la sienne. Voilà. Trois fils. Les trois fils ont reçu leur terre. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Mais oui, c'était un seul pays à l'origine, le Maghreb. Il n'y a qu'un seul Maghreb. Il y a 3 pays au Maghreb. C'est en Afrique. C'est pas une colonisation. Hein.
C'est une terre qui a été offerte à un roi arabe pour avoir sauvé un roi africain, un roi noir. Un arabe qui a sauvé un noir. Ben, le roi noir, le roi africain, a offert cette parcelle de terre à celui qui l'a sauvé. Quand il s'est fait chasser de sa terre Arabie, il est venu donc sur la terre que lui a offert justement ce roi africain. Il lui a offert ça à lui. Il a commencé à créer un grand royaume et arrivé à la fin de ses jours, eh ben, dans l'héritage, il a partagé en 3 parts égales le Maghreb en faisant l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. C'est le même peuple, divisé en 3. Ils m'ont dit, mais ça, on ne savait pas. Mais il faut peut-être connaître l'histoire des autres pays, peut-être pour arriver à comprendre ce qu'ils y habitent. Si tu ne connais pas la religion de ceux qui viennent aussi chez toi, comment tu veux arriver à vivre ensemble? Faut apprendre des uns et des autres. Hein. On n'apprend plus des uns et des autres. C'est peut-être ça le problème aussi. L'apprentissage, c'est l'évolution. L'instruction, c'est l'évolution. Si tu veux évoluer, il va falloir t'instruire. Un être évolué est un être instruit, qui a des principes, des valeurs et de la morale. Voilà, c'est ça le problème. Est-ce qu'on a encore des principes, des valeurs et de la morale? Non. Est-ce qu'on est capable de connaître la vie des autres avant de la juger? De connaître l'histoire d'une autre avant de la juger? Je suis désolée, mais à un moment donné, certains pays devraient se regarder dans un miroir, hein, parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Leur histoire, elle est même pire que certains autres pays. Hein. À un moment donné, on a tous fait les mêmes horreurs dans le monde, mais il y en a certains qui ont bien dépassé les limites aussi. Hein. Et c'est ceux qui se permettent de venir critiquer les autres nations. L'humanité tout entière a fait des erreurs. On s'est attaqués tous les uns envers les autres pour des guerres de territoire, pour des guerres de religion, pour ce qui nous sépare, nous divise. Mais parce qu'on veut bien se diviser. Parce que cette division, on l'a voulu, on l'a souhaité. Parce que chacun a voulu sa part, a voulu son histoire, a voulu, eh ben oui. Mais si chacun essaye de s'imposer dans le monde, on s'en sortira jamais. Mais parce que t'es un simple humain sur cette planète, au milieu de tous les autres humains. T'es rien de plus que l'égal des autres. Tu n'as pas plus d'importance qu'un autre. La seule chose qui fait la différence, c'est ce que tu as dans la tête. C'est ton comportement, c'est ton attitude, c'est tes principes et c'est tes valeurs, c'est ta morale. Mais ça, tu l'apprends à l'école. On leur apprend plus ça aux enfants. Si tu n'apprends plus la morale, si tu n'apprends plus les principes et les valeurs à nos élèves, ils n'ont pas de principes de valeurs, ils n'ont pas de morale. Ne t'étonne pas du niveau scolaire en réalité. Tire le niveau scolaire par le haut au lieu de le tirer par le bas. Et là, tu te rendras compte au final que oui, en élevant le niveau scolaire, en modifiant le programme scolaire pour que ça aide les élèves à avoir envie d'apprendre, à s'instruire, qui a ce savoir, cette connaissance, cette envie, ce besoin d'en manger toujours plus encore pour faire grossir un peu plus ton cerveau, ça s'est perdu. Il va falloir le remettre à l'école.